Salut, c'est Lucille de Imaginary Studio. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir une vidéo sur les mouvements artistiques, mais plus précisément un seul mouvement, le pop art. C'est quelque chose qui est très intéressant et qui est encore d'actualité, donc reste bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Alors il faut savoir avant toute chose que le pop art est un des mouvements principaux du XXe siècle. Le concept du pop art est plutôt représenté en fait par la perception de l'objet dans l'œuvre. Ce n'est pas du tout l'œuvre d'art elle-même, mais bien ce qu'on voit, l'attitude que l'on voit dans cette œuvre même. Le pop art, en fait, c'est un mouvement qui a décidé de contester tout ce qu'on connaît, toutes les traditions dans l'art, et utiliser des éléments de la culture populaire, des éléments visuels de cette culture populaire, a permis tout simplement de se mettre un petit peu au même niveau que les beaux-arts. Ce qui est l'essence même du pop art, c'est tout simplement d'enlever le matériel, le contexte de matériel à un objet et de le mettre dans une œuvre. Ça va tout simplement permettre d'isoler cet objet ou de le combiner aussi avec d'autres objets. Et tout ça dans le but de la contemplation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre d'art du pop art, c'est tout simplement l'émotion qu'elle va nous faire ressentir, c'est l'attitude qui est donnée dedans et ce n'est pas du tout l'œuvre d'art en elle-même. Alors ce mouvement est caractérisé tout simplement par deux choses. Et donc ces choses-là sont soit les thèmes, soit les techniques qui sont liées à la culture contemporaine de ce mouvement, c'est-à-dire la culture de masse populaire. Et dans cette culture de masse populaire, il y a la publicité, les bandes dessinées et les objets culturels mondains. Le pop art, comme par exemple la musique pop, vise à utiliser des objets du quotidien, des images populaires, etc., par opposition à la culture élitiste dans l'art. Le pop art vient originellement de Grande-Bretagne, mais il est aussi très présent en Amérique du Nord, mais plus précisément aux États-Unis. Alors, les deux versions du pop art, le grand mouvement du pop art, c'est divisé en deux, du coup, vu qu'il y a un grand océan qui les sépare, mais elles restent quand même très similaires, mais il y a quelques différences, et on va les voir tout de suite. En Amérique, le pop art a marqué un retour vers la composition dite hard-edged, désolée pour mon accent relativement magnifique, et à l'art représentatif par les artistes employant la réalité mondaine, l'ironie et aussi l'impersonnel. Mais par contre, en Grande-Bretagne, c'est un peu différent. La Grande-Bretagne d'après-guerre était très académique, avec un gros focus sur la figuration dynamique. Et donc ça va être un bon paradoxe comparé à la culture américaine. D'ailleurs, ils utilisaient l'ironie et la parodie pour illustrer ce dispositif symbolisant la puissance et la manipulation qui affectait cette culture. Quand je dis cette culture, je parle surtout du style de vie des Américains. Le début du pop art en Grande-Bretagne était une question d'idées, alimentée un petit peu par la culture américaine vue de loin. Tandis que les Américains, eux, étaient inspirés par les faits quotidiens de leur vie. Le pop art était également la suite de l'expressionnisme abstrait. En fait, l'expressionnisme abstrait essayait tout le temps de trouver des façons différentes de faire de l'art et donc de la peinture, des œuvres, etc. Et par exemple, le pop art a permis le dessin à très grande échelle. Et le pop art est aussi, on va dire, une extension du dadaïsme. En fait, le pop art et le dadaïsme, ça se ressemble plutôt pas mal, mais en même temps pas du tout. Le pop art a remplacé les impulsions destructrices, les satires et également les œuvres anarchique. Le pop art a fait ça grâce à l'affirmation détachée des objets de masse, des objets façonnés par toute cette culture de masse. Le pop art fut influencé par les images vues dans les œuvres de l'artiste Eduardo Paolozzi. Et tout ça se fut pendant l'exposition en 1953 à l'Institut des Arts Contemporains. Mais le pop art américain a été aussi influencé par des artistes comme Jasper Jones ou encore Robert Rauschenberg. Aussi est influencé par des artistes britanniques comme par exemple Richard Hamilton et le groupe Indépendant, qui lui visait un style d'art beaucoup moins académique.
Hamilton a aidé à organiser l'exposition Man, Machine and Motion en 1955 et aussi celle de This is Tomorrow avec cette œuvre-là qui s'appelle, alors laissez-moi juste regarder mes notes parce que c'est très long, Just What Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing. Oui, c'était long. Mais il faut savoir que le pop art est donc forcément inspiré par la société de consommation. Le mouvement artistique s'est beaucoup développé, on va dire, par vagues, mais l'ensemble de ses adhérents ont partagé un intérêt commun pour tout simplement l'expérience de consommation des temps modernes. Alors concernant le pop art et la musique, c'est intimement lié. Par exemple, Peter Blake a conçu plusieurs pochettes de disques, dont celle-ci, qui est pour les Beatles, mais également celle-ci pour Elvis Presley. Même si le pop art fut originaire de Grande-Bretagne, il est très développé aux États-Unis, surtout dans les années 50. Le fait de dénoncer tout simplement cette société-là de surconsommation, etc., ça va permettre tout simplement d'ouvrir les yeux aux gens. Et ça marque une rupture considérable avec l'art abstrait. Les Britanniques, par exemple, voyaient toute cette culture-là de loin et donc la romantisaient un petit peu plus. Ils utilisaient l'humour, etc., mais ils n'étaient pas en fait dedans. Alors que les Américains, eux, ils étaient en plein dedans. Et ils étaient bombardés d'objets de masse, etc. Il fallait que ça aille vite, il fallait que tout soit fait bien et vite. Donc, ces artistes américains ont décidé de travailler avec un petit peu plus d'agressivité. Du coup, à la naissance du pop art, à la naissance surtout de cette consommation de masse, les artistes américains ont fait tout simplement naître ce mouvement en s'appropriant les images qu'ils voyaient à la télévision, les publicités, le cinéma, la bande dessinée, etc., etc. Et en fait, à la base, ce n'était pas du tout pour faire une œuvre d'art, mais vraiment pour dénoncer quelque chose. Il fallait passer un message. Et c'est à partir de ce moment-là, quand ça a commencé à prendre et que beaucoup de gens s'y intéressaient, que ça a fait fureur un petit peu partout. Les critiques étaient au début très scandalisées, bien évidemment, hein, mais le public a été très vite conquis. Pour les techniques utilisées, généralement, c'est soit du collage, soit de la sérigraphie. Et les œuvres d'art de tous ces artistes faisant partie du pop art se veulent éphémères, bon marché, fascinantes et astucieuses, tout en étant très proches de la culture populaire. Et ça permet tout simplement aux amateurs d'identifier les codes et de comprendre rapidement ce qu'ils veulent dire. Maintenant, j'aimerais vous parler de deux artistes représentatifs de ce pop art. Il s'agit de Andy Warhol, notamment, et Roy Lichtenstein. Andy Warhol, lui, ce qu'il utilise le plus, ce sont les sérigraphies. Il utilise aussi les objets issus de la production de masse et les reproduit en série. Il produit également plusieurs portraits de célébrités de l'époque, comme Jackie Kennedy, Marilyn Monroe ou encore Elvis Presley. Et en fait, il va les présenter comme des icônes, mais aussi comme des objets de consommation. Et du coup, il est persuadé que tout le monde peut avoir son moment de célébrité. On peut tous devenir une célébrité. Roy Lichtenstein, oh putain de... Pimpon. Roy Lichtenstein, lui aussi, est un artiste très célèbre du pop art. Cependant, lui utilise plutôt les codes de la publicité et il mélange tout ça avec une grande touche d'humour. Ce qu'il aime faire le plus, ce sont des peintures d'objets de la consommation de masse. Et il va souvent les mettre en situation. Ensuite, je voulais absolument vous parler de l'impact du pop art parce qu'on parle depuis le début de la vidéo du pop art en Grande-Bretagne mais aussi aux États-Unis, mais on ne parle pas du reste du monde. Mais le pop art a eu également des répercussions assez énormes, notamment en France. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Le pop art inspire tout simplement le mouvement du nouveau réalisme. Ce mouvement rassemble des artistes comme Yves Klein, Armand, Gérard Deschamps, Raymond I, etc. C'est un mouvement qui est très politisé et qui va changer également beaucoup de choses en France. Au Japon, le pop art va influencer et inspirer le Superfly,
Le super flat, c'est quelque chose qui est d'inspiration un peu surréaliste, qui a actuellement un très très grand impact dans la culture japonaise, mais surtout auprès des jeunes. Les artistes connus du super flat sont connus pour leur production de masse. Si vous ne savez pas ce que c'est le super flat, voici un exemple. Souvent, ce sont des images, enfin, des peintures, des œuvres d'art avec beaucoup de couleurs, pas beaucoup de perspectives, bien évidemment. Flat, je ne vois pas trop beaucoup de perspectives là-dedans, mais voilà, vous aurez compris le but. Il faut savoir que le pop art est toujours actuellement présent dans notre monde, dans notre société actuelle, et je dirais même que ça pourrait être très intéressant de voir une nouvelle exposition de pop art avec notre société de surconsommation, parce que ça n'a rien à voir avec les années 50. Mais bon, ça c'est un autre sujet de discussion. Donc la vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre question concernant le pop art, parce que je l'ai survolé, bien évidemment, je n'ai pas à parler de tout, sinon la vidéo aurait fait 50 000 heures. Donc n'hésitez pas à mettre votre question sur le pop art en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche et bien évidemment de prendre soin de vous. C'était Lucille, ciao!